Alors, chers amis, merci d'être venus à cette séance des entretiens de poésie, en cette veille du 1er mai. Et donc, malgré vos occupations nombreuses, alors, au titre de poésie et politique, nous recevons, mais à peine, et je dis ça, que je vais excuser Nathalie Quintane, qui était annoncée, qui n'a pas pu venir. Nous recevons Éric Clemens, Elisabeth Rigal, Gisèle Bergman, Laurent Geny, Claude Mouchard. Alors, je vais faire une brève comment dire, introduction. Bonjour. Elisabeth parle ensuite. Éric intervient, c'est bien le moins qu'il puisse faire. Et ensuite, alors, Claude, Elisabeth, Laurent, moi, on verra dans la conversation et vos questions. Hein. Alors, Éric Clemens est belge, né à Bruxelles, et c'est un philosophe, disons philosophe et écrivain, philosophe et poète, philosophe et auteur de fiction, comme le dit cette notice, et donc qui a enseigné, et pour ce qui est de ces publications qui nous intéressent, je citerai La démocratie en question, 2010, De l'égalité à la liberté, en passant par le revenu de base universel, Le corridor bleu, et cet ouvrage tout récent et qui n'est pas encore parvenu jusque sur nos rives, je crois. Non. Penser la guerre. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Bon. Alors, j'avais conçu ouvrir une espèce d'ouvrage, mais je me suis aperçu que c'était trop long. Alors, un ouvrage bigarré, composite, insubsumable sous aucun genre, apparenté à une mosaïque ou un collier d'épaves, que, bien sûr, il n'est pas question que je vous j'inflige ici cette lecture parce que ça serait assez long, avec des proses poétiques, des questions philosophiques, tout ce qu'on va faire cet après-midi d'ailleurs, des proses poétiques, des questions philosophiques, des exemples, celui d'un film par exemple, des aphorismes, des regards sur l'actualité, disons l'encours politique, et Dieu sait s'il est urgent, et même une esquisse de poème. Alors je vais, puisque notre rencontre s'appelle Poésie et politique, commencer et peut-être me tenir à cela en attendant la suite des interventions, par ce morceau plus proprement poétique. C'est l'esquisse d'un poème dérivé de François Villon. Donc je fais une petite remarque générale sur ce fait que je considère la poésie est translation en plusieurs sens, traduction, si vous voulez, relais, traduction dans le sens très général, et écrit donc en rapport avec sa tradition, hein, l'usage, l'emploi, l'exploitation de grands poèmes mémorables, œuvre de la langue, de notre langue, et de sa responsabilité. Il y en a de ces poèmes relais, à mon sens, il doit y en avoir plus, au moins ces deux grandes manières. L'une de transformation, déformation, qui reprennent en trahissant pour les besoins de notre temps. Et je vais en donner un exemple tout de suite. J'ai cherché à entendre, par exemple, récemment Nerval en le défigurant. C'est un recours à ce qui s'est dit, s'est écrit et s'entend dans la tradition. Alors, je cherche à lui faire dire, cherche à son poème à faire dire autre chose. Par exemple, je donne ceci. Là où le dernier vers de Nerval, de la chimère, fait entendre un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres, j'écris l'impur esprit s'accroît dans l'aubier des vocables. C'est pour une autre fois. Et l'autre manière, disons, exploitation ou remploi d'un grand poème de la tradition, je vais le faire entendre maintenant, c'est l'adoption d'un poème, en l'occurrence de François Villon, on va dire sa reconnaissance de paternité, pour qu'il parle encore dans l'aujourd'hui, dans une espèce de dérive qui n'est pas une transformation comme celle que j'ai faite de Nerval. Alors je vous lis, si vous voulez bien, poème que j'ai écrit pour nous, au fond, cette semaine,
à partir d'une ballade fameuse de Villon. C'est donc une esquisse et en travail. Frères migrants qui avec nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous ennemis, car si pitié de nous riches avez, paix en aurait plus tard pour tous une chance. Vous nous voyez si apeurés à millions d'imbéciles, quant à l'âme que trop avons pourrie, elle est piéça, avilie et haineuse, et nous, les Blancs, devenus iridiés et foudres, de notre mal personne ne s'acquitte, mais prions l'inexorable que tous nous puissent aider. Si, frères, vous clamons, pas n'en devez avoir méfiance, quoique fût oxy par injustice. Toutefois, vous savez que tous hommes n'ont pas su l'adoption élire. Nous sommes mourants, âmes sœurs délaissants. Frères de sang ne sommes, sauf par hominicide, comme frères adoptifs pourrions tenter de vivre, laissant le rêve et le rêve du rêve. Prions les dieux qu'ils se connaissent et se confondent. Nous nous reconnaissions sans nous connaître. C'était le temps des sages et des peuples. Or, la science a changé le visage en faciès et sa reconnaissance en prosopagnosie. Là où croit la menace, aucun Dieu ne croit plus, mais prions l'être, ni Dieu ni moi suprême, que nous s'invente et se fédère si nous sommes tous ce que ne sommes pas. Que les langues parfaites, en cela que plusieurs, fassent voler en éclats éclairants l'identité devenue ADN. Voilà mon poème au début de cette séance, qui est donc une reprise de la ballade fameuse. Je ne sais pas si je voulais donner le titre, j'ai appelé ça la ballade des mourants. Et c'est donc les frères migrants qui, avec nous, vivaient. Voilà, alors je m'arrête là, quitte à tout à l'heure à faire entendre autre chose, bien entendu, et demande à Elisabeth de présenter, commencer, entrer dans le vif. Ça marche automatiquement, je peux faire quelque chose. Oui, c'est bon. Moi, je suis philosophe, donc je détache un peu. Je vais essayer de présenter très, très sommairement, parce que ces livres sont très riches, les 3 derniers livres d'Éric, qui sont « Penser la guerre », vous l'a dit Michel, « De l'égalité à la liberté », et également un livre que je crois important, du moins pour l'articulé général, un livre très riche, qui fait dans la marqueterie, tout s'articule, qui s'intitule « Le fictif et le fictionnel, et le fictif », et c'est sur le réel et le ou les, parenthèse, monde. Je commencerai en citant un peu longuement un passage du fictionnel et du fictif. Notre naissance a lieu de façon logo-phénoménale. Nous apparaissons dans le langage, nous sommes parlés puis parlants dans la phénoménalisation, qui n'est biologique que pour un point de vue exclusif. Et pourtant, cette double venue au monde implique une division, non pas celle duel entre corps et esprit ou langage, mais entre corps d'une part, en un sens qui aurait été intégralement organique, et d'autre part, corps-langage, inséparablement. Cette division originaire, inséparable, avec la perte de la fonctionnalité de type physiologique, force à la poursuite de la naissance, ce pourquoi nous advenons dans le temps, nous ne sommes jamais nés ou naturés, mais toujours à naître, à naturaliser ce qui se confond pour nous avec historiciser ou constituer. Éric Clemens est, avec Michel Deguy et Max Leroux, un penseur de la genèse phénoménologique. Ce qui veut dire qu'il explore la phénoménologisation, ou comme il dit aussi, l'origination, la division originante, la genèse dans la différence, différence avec un A, donc différence au sens déridéen. Genèse du voir, genèse de l'affection, mais aussi genèse de la culture, genèse de la politique, etc. La genèse de la politique est d'ailleurs la première genèse, me semble-t-il, dont il est entamé l'analyse en 1987, dans le même entre démocratie et philosophie.
De l'enquête qu'il mène sur la genèse génératrice et formatrice d'humanité, j'ai retenu 3 points. Premier point, c'est dans et par le langage que s'instaure et se développe notre relation au monde. Et il faut non seulement reconnaître en tout phénomène un logo-phénomène qui nous confronte à l'épreuve de l'hétérogénéité des sens et du supplément symbolique, mais aussi conjuguer la conscience intentionnelle avec le désir inconscient pour reconnaître que s'opère déjà dans la perception une mise en jeu, je cite, des possibilités fictionnelles de notre corps d'être parlant et de l'infinité du désir qu'il éprouve dans la finitude qui creuse son existence infiniment ouverte au monde. Deuxièmement, c'est par la disposition affective, disposition qui est celle d'un corps marqué par le symbolique et qui n'est donc pas déterminable de façon exclusivement biologique, que nous sommes assignés à l'existence et que nous nous ouvrons au monde. Il faut donc donner raison à Lacan lorsqu'il affirme que nous sommes de façon prévalente affectés par le langage. Et troisièmement, en tant qu'êtres de langage, nous sommes des êtres originellement prothétiques, pris entre inexpérience et façonnement, entre hasard et nécessité. Aussi est-ce vers le jeu, en tant qu'il permet de rendre compte à la fois de l'inventivité et de la mobilité des formes de vie humaine, qu'il faut se tourner pour déterminer, en s'aidant des analyses de Huizinga dans Homo Ludens, l'origine formatrice de la culture humaine. La phénoménalisation, telle qu'Éric l'analyse, montre non seulement que nous sommes ouverts dans et par le langage dont le façonnement est fictionnel, et que c'est donc en maintenant ouvert le langage que nous pouvons éviter, non certes toute erreur, mais tout dérapage dans l'action, et notamment dans l'action politique. Mais aussi que nous ne cessons de naître et sommes toujours à renaître, et que c'est l'art, en tant qu'il remet en jeu le fictionnel dans le fictif, qui est à la source de nos renaissances. Or, explique Éric, soutenir la thèse d'une logo-phénoménalisation se poursuivant infiniment, pour soutenir cette thèse, il faut avant toute autre chose récuser, je le cite, les saucissonnages métaphysiques entre esthétique, éthique, politique, psychologie et épistémologie, ou des partages péremptoires du genre, partage que fait Deleuze, du genre à l'art, s'occuper du percept, à la philosophie du concept, à la littérature de l'affect. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître qu'une pensée qui entend faire retour aux choses mêmes, ou pour le dire dans le lexique d'Éric, une pensée qui cherche à s'approcher du réel, ne peut prendre appui sur aucune faculté séparée, mais qu'elle doit au contraire mettre en évidence les interconnexions et les interactions entre existentiaux en analysant leurs langages qui ne sont pas nécessairement des langages verbaux. S'approcher du réel est ce qui meut toutes les logo-phénoménisations fictionnelles des êtres parlants et pensants que nous sommes. Le réel qu'elle cherche à approcher, ce n'est pas ce que l'on nomme généralement réalité, c'est-à-dire une réalité qui serait donnée, mais c'est le réel tel que Lacan l'a défini, c'est-à-dire le hors-sens ou absence qui fait trou dans le symbolique, dans le langage. Autrement dit, le réel, c'est ce qui est toujours déjà là, à l'œuvre dans tout façonnement du langage, mais qui n'est jamais donné. Je cite le fictionnel, le fictif. Toute fiction, mythique, érotique, artistique, littéraire, politique, éthique, idéologique, psychotique ou même scientifique et technique, etc., façonne un langage dans l'écart du réel qu'elle l'ignore, le nie, l'oublie ou l'affirme. S'il n'est pas donné, s'il est impossible à représenter, le réel peut néanmoins être signifié, et il l'est dès lors qu'il y a logo-phénoménisation. Riff poursuit à l'effet, je cite à nouveau, mais si la fiction affirme cet écart irréductible dans l'expérience de son langage, elle court la chance du façonnement ouvert de notre langage
depuis les langages déjà reçus. Somme toute, la question de la logophénoménologie d'Éric, la question centrale, c'est de montrer que le langage, bien qu'il soit séparé par un écart irréductible du réel, met néanmoins en jeu ce réel, dans la différence avec un A, et qu'il nous offre donc la possibilité de, je cite, transformer en réalité une part du réel, un bout de réel, aurait dit Lacan. La question est donc de savoir comment une telle transformation est possible et comment elle s'opère. Éric y répond par l'hypothèse du triple engendrement de la fiction, hypothèse dont il a donné différentes formulations, en soulignant toujours qu'elle était, sauf erreur de ma part, le sésame de ses questions et de ses analyses. Cette hypothèse, elle pose que pour qu'il y ait logophénoménalisation, il faut qu'il y ait trois choses à la fois. Premièrement, une destruction des formes, des usages et des significations reçues. Deuxièmement, une formation de, je cite, la spatialisation et la temporalisation par le corps entendant et voyant, percevant et parlant, agissant. Formation qui diffère selon les langages. Le façonnement n'est pas le même pour la poésie que pour les mathématiques, ou que pour la politique, ou que pour la danse, ou que pour la caresse, etc. Il faut enfin, c'est là qu'intervient le réel, qu'il y ait un affrontement de l'impossible, impossible dont l'empan est plus vaste chez Éric que chez Lacan. Chez lui, en effet, le réel irreprésentable ne recouvre pas seulement la jouissance et la mort et le trou que font les pulsions dans le symbolique, mais aussi, je cite, la naissance et la vitalité, l'excès des dépenses dans l'énergie, et plus largement encore, la différence des mots et des choses, la division sexuelle, la dispersion mortelle et la séparation natale, voire déjà la brèche dans l'action. Poésie et politique sont donc l'une et l'autre des logophénoménalisations fictionnelles. Ce qui, s'agissant de l'action politique, implique à parte entière qu'elle ne peut en aucune façon être détachée du langage et qu'il faut donc donner raison à Hannah Arendt lorsqu'elle affirme que l'action muette n'en est pas une, car, je cite Arendt, le faiseur d'acte n'est possible que s'il est en même temps un diseur de paroles. Et puisqu'il y a chez Éric, c'est toute sa phénoménalisation par le logos, et pour qu'il y ait chez Éric division originante, il faut aussi donner raison à Arendt lorsqu'elle explique que la pluralité, ce qui veut dire pour elle l'égalité et la distinction, sont la marque de la condition humaine. Il faut donc aussi reconnaître, avec Arendt, que la démocratie, loin d'être seulement un régime de pouvoir, désigne l'espace politique en tant que tel. J'ouvrirai une parenthèse pour remarquer que déjà en 1987, dans le même entre démocratie et philosophie, Éric identifiait politique et démocratie, ainsi que démocratie et philosophie, et que dans ce texte ancien, il rapportait la naissance conjointe dans la Grèce antique de la démocratie et de la philosophie à, je le cite, l'ouverture des langues, ouverture dont il expliquait qu'elle a consisté à substituer au langage monologique et clos de la théologie et de la prophétie un langage ouvert en l'indétermination qui requiert le débat et qui n'implique aucun détenteur politique ou religieux de la vérité. Fin de parenthèse. Mais si poésie et philosophie sont l'une et l'autre des modes de logophénoménalisation, l'action politique et l'activité politique sont évidemment fort différentes. Pardon, l'action politique et l'activité poétique sont évidemment fort différentes. Qu'est-ce qui les différencie ? La poésie, ou plutôt la poésie d'après la poésie de Michel, par exemple, qui est citée par Éric. Donc, la poésie d'après poésie, puisque pour Éric, comme pour Adorno, la poésie comme genre est finie, est l'expérience pure du jeu de la langue dans la négativité,
En tant que telle, elle est perte du sens commun, éclipse de la communication discourante. Je cite, « La poésie affirme le vide de la communication parce qu'elle ne parle pas le langage courant, discourant, concourant. Langage poétique, évident, le langage s'abîmant dans sa propre absence est la condition de toutes les conditions de la fiction. » Et ce que cherche la poésie en perdant ainsi tout sens donné, communiqué, c'est à ouvrir, je cite à nouveau, la chance d'une écologie radicale depuis le jeu dispendieux, généreux, générateur des langues et des langages. En revanche, la politique est communication discourante. C'est une lutte dialogique qui s'inscrit dans un espace défini par le temps des prises de parole entre sujets libres et égaux, sujets qui sont en quête d'une lucidité fictionnelle en vue de l'ajustement précaire et toujours à réinitialiser de leur vivre ensemble. Et l'illusion, souligne Éric, serait de croire en la possibilité d'une union fusionnelle entre politique et poésie et d'imaginer, à l'instar des surréalistes par exemple, qu'une révolution dans la pratique poétique et une révolution politique marcheraient du même pas. Mais si politique et poésie possèdent chacune, au même titre que toutes les autres logophénoménalisations, un champ fictionnel qui leur est propre, elles ne sont cependant séparées par aucune cloison étanche. Question qui vient maintenant, et donc qu'est-ce qui les relie exactement? Je cite les tout premiers mots de l'égalité à la liberté. Quel lien entre poétique et politique, ou entre poésie et action? La réponse est simple, le dépassement de l'économie restreinte. Donc, bien qu'elles ne parlent pas du tout le même langage, poésie et politique communiquent dans l'expérience du langage qui brise la clôture de la sphère vitale économique et ouvre à la dépense gratuite. Ainsi naît, je cite, le jeu qui crée l'espace du temps, l'espace-temps du rire, de l'amour et de l'érotisme, de l'invention, de la connaissance, etc. Or, ce que ne découvre le dépassement de l'économie restreinte dans ce que Derrida a nommé à la suite de Bataille économie générale, c'est la liberté. Liberté dont témoigne bien sûr aussi bien l'activité poétique que l'action politique. Mais ce dépassement nous découvre en même temps que la liberté, les risques de la liberté, car il n'ouvre pas seulement au jeu, au rire et à la fête, mais aussi, je cite, à la destruction, à la guerre, à la jouissance suicidaire, aux passions mortifères. Leçon bataillenne, donc. Leçon qui montre que l'énigme de la violence est logée au creux de notre liberté. Mais si la leçon est bataillenne, la position, elle, ne l'est pas, car l'économie du rapport du général au restreint n'est pas la même chez Éric que chez Bataille. Je cite le fictionnel et le fictif. La liberté se heurte dans son exercice même à elle-même, car liberté du par-l'être, elle est liberté exercée dans les langues et les langages, fût-ce-t-il de l'action, de la perception ou du sentiment, et de la sorte dans la fiction. Le fictionnel, à l'instar du fictif, n'est donc pas pour autant uniquement lié à la dépense, à son jeu qui excède l'usage quotidien, productif et reproductif. Ces distinctions éclairantes, tirées de l'opposition entre monde du travail et monde de la dépense selon Bataille, deviennent cependant caduques avec les révélations du fictionnel. Les façons de transformer en langage engagent l'économie restreinte comme l'économie générale, l'utile comme l'inutile, indispensable à l'humanisation perpétuée par la même inventivité symbolique au jeu humain dans le jeu du réel.
Si donc il importe de reconnaître que la liberté est indissolublement puissance de création et puissance de destruction, voire, pour donner un exemple contemporain, d'un côté les promesses du droit international et de l'autre les menaces de destruction nucléaire, il importe aussi, et peut-être plus encore, de reconnaître que la prise en compte des différents modes de l'inventivité symbolique permet de neutraliser les thèses de bataille sur la transgression et la violence, et donc aussi de déterminer une politique démocratique, inventive, qui soit à même, sinon de juguler, du moins de contenir l'éclat noir de la liberté. Tel est en tout cas, je crois, l'enjeu du dernier ouvrage paru, Penser la guerre, qui vient juste de sortir, et où Éric déconstruit patiemment, désénonce, comme il aime dire aussi, les différents types de discours qui ont été tenus sur la guerre pour déterminer et interroger ce qu'ils ont laissé échapper. Dans ce dernier ouvrage, on peut lire ceci, je cite à nouveau. « Ce n'est qu'en menant une politique qui ne cesse de reconnaître les divisions de la société et leurs menaces de violence latentes et qui ne cesse de leur chercher des solutions symboliques au sens large, ce n'est que dans la menée d'une telle politique, ce n'est que dans la menée d'une politique de conflit perpétuel mais symbolique, parenthèse, dans le débat, les lois et les institutions, une politique de conflit récurrent et massif, mais non violent, ce n'est qu'ainsi qu'une chance existe de faire de la politique une interruption de la guerre par de tout autre moyen. Les divisions, les oppositions existent donc, et il est impossible de les supprimer. Aussi, l'objet d'une politique démocratique est-il d'affronter la division et de faire en sorte que le dissensus puisse se jouer dans le symbolique lui-même. Quant à la condition d'une politique démocratique, elle est, selon de l'égalité à la liberté, double. Reconnaissance de l'égalité de conditions, référence à Montesquieu, ou égalité d'intelligence, référence à Ancière, et reconnaissance de la liberté d'expression, c'est-à-dire de la pluralité des paroles égales. Et le seul moyen de maintenir les dissensions à l'intérieur, de contenir les dissensions à l'intérieur du symbolique, explique de l'égalité à la liberté, c'est de développer les tensions qu'Éric qualifie de démocratiques et qui sont 4, à savoir la tension entre langage et action, entre liberté et égalité, entre division et relation, entre légitimité et efficacité. Ces thèses montrent que bien qu'il suive Arendt sur un certain nombre de points, du moins dans la manière dont il pose au départ les principes de la question du politique, donc il la suit sur un certain nombre de points, et à ce que j'ai indiqué, il faudrait au moins ajouter l'idée que l'action est commencement, initiation, pour lui comme pour Arendt. La conception de la démocratie que propose Éric n'est pas arendtienne, puisqu'il refuse catégoriquement de jouer la carte du consensus qu'Arendt joue, elle. Mais sa conception est en revanche très proche de celle de Claude Lefort, non seulement parce qu'elle met en évidence le caractère à la fois premier et générateur de la division, et qu'elle récuse l'idée même de société indivisée, mais aussi parce qu'elle refuse d'accorder à quiconque le droit de parler au nom du peuple. Le peuple, lit-on dans De l'égalité à la liberté, n'est qu'une, je cite, baliverne totalitaire. Je me rends compte que, chemin faisant, j'ai lâché la question de la poésie. Mais peut-être n'est-elle pas si loin, puisque la poésie est évidemment, elle aussi, affaire d'inventivité symbolique, où il y va du jeu humain dans le jeu du réel, et que ce qui m'importait était de souligner la façon dont Éric rejoue dans la sphère du politique la question de la phénoménalisation en façonnant, fictionnant, une démocratie inventive et essentiellement mobile. Et pour renouer le fil, je citerai le fil de la poésie. Je voudrais citer, pour finir, juste un passage du chapitre intitulé « L'extatique impuissance à disparaître », expression que l'on doit, je crois, à Michel,
Et, oui, et reprise par Michel, oui, aussi, que l'on doit aussi, dont on doit une explicitation. La pure perte, le sens de la pure perte, donné au mot, par tous les procédés du rimé comé, ou du sonné dessiné, ou du signifié étymologisé parataxé, qui ne seront pas fixés, isolés, idéalisés, peut libérer l'action par la perte des exactions pour le jeu du monde. S'il y a passage, s'il y a possibilité des possibles, par brisure, c'est-à-dire rupture et articulation, de la poésie à la politique, c'est dans l'événement de cette perte, dans cette communication de la perte, qui seul peut ouvrir le passage, non positivé et non négativisé, du langage à l'action. J'ai fait un petit parcours. Je veux bredouiller là parce que d'avoir eu. Non, mais je ne peux être qu'en deçà de ce qui vient d'être surélevé par Elisabeth et que je remercie. Et bon, donc je serai en deçà, mais peut-être que ça nous aidera tous à reprendre pied par rapport à cette synthèse assez plus que pointue. Voilà. Question toujours première. Quelle relation du langage au réel ? Une relation toujours déjà stratifiée, façonnée par un langage aussi déjà là que le réel qui l'affronte. Un réel matériel, un réel subjectif, un réel socio-historique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le discours politique. Le discours politique devrait traiter du réel socio-économique. Le langage poétique, je vais me donner, c'est là que je vais être en deçà du discours qu'elle vient de tenir. Je me contente de les opposer ici. Le langage poétique, par rapport au discours politique, semble affronter le réel du sujet. Non plus le réel sociopolitique, mais le réel du sujet. Comme elle l'a rappelé de Lacan, l'amour, la jouissance, la mort. Mais pas d'emblée. Le langage poétique traite d'abord du langage. Il l'affronte parce qu'il sait que les mots ne sont pas les choses, ils n'ont pas un discours, justement, contrairement à la politique, ils ne communiquent pas, ils ne représentent même pas, contrairement aux autres formes de fiction. Le roman représente volontiers, le langage poétique ne représente pas, ou au moins s'il désigne, c'est autrement. Bref, le langage poétique s'oppose, diffère, au sens déridien, il marque la différence, l'écart du réel au langage, et il marque aussi un retard, il retarde l'abord du réel. Troisièmement, seul l'événement, l'action qui s'ouvre, la colère des manifestants, la résistance des grévistes, les instants de mai 68, seul l'événement brise et rouvre le discours politique. Très rarement, très peu. Le langage poétique est lui-même la brisure de son propre événement, puisqu'il est brisure du langage. Brisure des conventions, mise à nu du trou de la représentation, rupture de la communication dans l'écart des significations, dans le jeu du rythme, des procédés exacerbés, des signifiants séparés des signifiés, du blanc du silence, en quête d'un autre sens du sens. Quatrièmement, la représentation, la communication, le discours politique organise, régule même et censure. Il censure non le dit, puisqu'il donne des significations, mais le dire du réel. Il censure même la dénonciation de la censure. Après, parfois, un bref recul, l'interdit, la répression, par la licence, la banalisation des transgressions, la confusion, le cause toujours, au fond. La publication. Il censure par-dessus tout le langage, réduit au discours,
exigeant la médiatisation. La liberté d'expression s'arrête devant la liberté de creuser le langage, de le mettre en jeu, de mettre en question la communication et son spectacle. Parler, mais parler sans littérature, sans fiction affirmée, montrant son arbitraire et le ratage de toute communication. De toute communication, donc par mots, par image, par son, etc. Tous les arts, évidemment. L'opaque, l'étranger, le vulgaire, l'érudit, l'argot, le procédé, le maladroit, l'exercice de style, la connaissance conflictuelle, opposée à l'argument scientifique, expert. Cinquièmement, le langage poétique est incommunicable. On ne peut pas le résumer, il est irrésumable, inspectacularisable. On peut faire un résumé, même si c'est toujours trahir d'autres formes littéraires, mais du langage poétique, il n'y a pas de résumé de poème. Sa résistance est par la politique, contre la censure, par le communicable, le discours. Il s'attaque par excellence à l'interdit par le dire, brut. Il n'est jamais simplement, clairement et distinctement, en fait confusément et indistinctement dit. Là, ce qu'on appelle le dit, le signe clair et distinct, c'est évidemment toujours confus et indistinct en réalité. Il se distingue, le langage poétique, de l'indistinct des discours, de leur transparence confuse. Il se livre à la dépense du langage. Sixièmement, le discours politique s'occupe surtout de l'économie, à droite, et du social, ou mieux de la vie courante, à gauche. Au mieux le care, parfois l'écologie. Il réduit l'être humain à être vivant et être travailleur. La définition de l'être humain pour le discours politique, c'est un être vivant. Il faut soigner sa santé, etc., et le faire survivre, et un être travailleur. Il censure donc l'être parlant et les risques de la liberté hors des déterminations biologico-économiques. Il s'occupe de la survie consommatrice. Le discours est régi par l'usage, l'utile, l'usure, l'usé. Septièmement, la liberté prise dans le langage, exacerbée dans le langage poétique, qui joue dans l'indéterminé, émancipe l'être humain de l'économie restreinte du discours et du discours de l'économie restreinte. Elle seule, d'emblée, livre l'être humain à l'indéterminé. J'interprète dans Penser la guerre la liberté comme le saut hors des déterminations. Mais un saut tout à fait risqué, puisque bien entendu, ça peut être une illusion en même temps, et puis ça peut être une catastrophe en même temps. C'est tout l'enjeu de la liberté. Schelling rappelait que la liberté, c'était pour le bien et le mal. Je préfère dire que la liberté, elle est le passage à l'indéterminé, qui est aussi bien dans la destruction que la construction. La liberté n'est pas un en soi libérateur. C'est le cas de ne pas le dire, justement. Donc je reprends. La liberté prise dans le langage, exacerbée dans le langage poétique, qui joue dans l'indéterminé et qui donc justement joue dans la liberté, émancipe l'être humain de l'économie restreinte du discours et du discours de l'économie restreinte. Elle seule, d'emblée, livre l'être humain à l'indéterminé et par là à l'égalité dans la liberté, censée présider à l'émancipation politique, à l'action. Huitièmement, la prise de parole initie l'action, c'est ce que nous a appris Arendt, elle est à son commencement. Elle est son commencement, à condition de toucher au trou du réel dans la communication. Le langage poétique, ensuite, de son élan dans le dire, initie à la prise de parole, qui initie l'action. C'est un double recul par rapport à une simple conscience de l'écart.
Le poème homérique est rythme, invention de la langue grecque et conflit, mise en jeu des opposés, de l'autre opposé depuis sa colère, sa misère, son malheur, sa jouissance, sa mort. Le langage poétique ne s'engage qu'entre les mots et les choses, qu'entre le moi et l'autre, le mal et le bien, le déterminé et l'indéterminé. Il ne prend pas parti. Il retarde l'action pour que son initiation et son initiative échappent à la communication engagée. Commence par le refus, l'interruption, l'hésitation, la fameuse hésitation entre le son et le sens de Valéry. L'impossible en commun. Neuvièmement, cette hésitation entre le son et le sens, entre la forme, le rythme, le silence, le jeu, les procédés, d'une part, et le sens, l'essence, dans tous les sens du sens, aurait dit Nancy, cette hésitation part donc tout de même, peut en somme toucher au sens, peut tout de même toucher au sens, y compris au sens dit politique. Mais comment ? Il ne s'agit pas évidemment de poésie engagée, directement assignée à un signifié, à une signification. Hein, on va pas, l'Ode à Staline étant évidemment l'exemple le plus flagrant. Ou même indirectement, il ne s'agit pas de poésie engagée, par son retour, c'est le même Aragon, par son retour à une forme non seulement usée, mais signifiée par sa nationalité, le retour à l'alexandrin. Il est vrai en pleine occupation allemande qui explique un peu le nationalisme de la chose. Mais alors il s'agit de quoi ? Eh bien, il s'agit de la tragédie de l'autre. J'ai déjà cité Homère, des Troyens donc chez Homère, des Perses chez Échille, dans l'invention du dialogos. Il s'agit de l'apostrophe des pendus. Je ne savais pas que Michel allait écrire ça, mais effectivement, c'est les pendus qui parlent. Hein. Il apostrophe des pendus aux frères humains et qui implore la pitié face à l'impitoyable de la justice. C'est la justice qui est impitoyable. C'est la justice qui a tué les pendus. Chez François Villon, donc qui s'écrit, je le rappelle, avec un V, pas avec un F. Il faut le signaler, ces temps-ci. Il s'agit des traces de la commune dans, par exemple, l'orgie parisienne où Paris se repeuple, ou dans Une saison en enfer, face aux barbares, chez Rimbaud. Il s'agit, par exemple, donc de cette poésie qui rouvre le politique sans devenir engagé. Il s'agit des répétitions en spirale de la prose des cahiers pour l'analyse de Péguy. Il s'agit de la prose néologique de Michel de Guy, qui compare et par là ouvre au comme un, mais justement, il écrit le comme un, vous le savez sûrement, avec un trait d'union entre comme et un. Il s'agit des langues dans leur babil, de classes dangereuses, chez Valère Novarina, aussi bien chez Jean-Pierre Verhaeghe. Il s'agit, pour prendre encore des exemples un exemple plus récent, des invectives de Charles Penquin en langue populo-dérivée. Voilà. Je termine d'abord par deux petits exemples directs de cette poésie. D'abord un exemple de Jean-Pierre Verhaeghe. Je vais vous permettre de prendre un tout petit peu d'eau. Écrire, c'est ça. C'est d'abord découvrir qu'on a en nous ce trou de mort à langue trouée où s'entassent pêle-mêle ces langues de tiraillou du Tchad ou de Cajun des Baous, cousins de l'ex-bat, d'Af, eux-mêmes matassins négropolitains des rastas de squat, matachés de Wallon-Gadoudou, comme chez nous, à Jean-Blou. C'est faire aligner des bâtons. C'est en baver des chointés et en chier des mous. C'est chier dans ce trou. C'est devenir soi-même un bâton.
être le bâton cochon de ce corps, mal fait, mal conçu, mal planté et mal baisé, qu'on nous a cochonné. C'est tâcher de mettre des noms là-dessus, tâcher de dénouer ce rébus et de désigner cet os. Par où et par quoi? Quoi qu'on fasse, on l'a dans l'os. Ça me paraît une façon d'ouvrir le langage pour la politique. La poésie initiant l'initiation à la politique. Ou alors un autre exemple, que vous permettez que je m'emprunte dans un petit recueil qui s'appelait 3 fois non. Mange! Mange tout! Il en reste! Finis-les! Achève! On achève bien! Mange tout ce qui reste! Dans ton assiette, les miettes et les restes, tout! Mange! Et mâche, avale tout! Avale même les leurs! Leur cou, l'œuvre! Avale toutes les couleuvres qui demeurent, traînent encore, même plus tard, à terre! Chapeau bas! Chapeau bas et mange! Mange ton chapeau! Mange, mâche et avale ton chapeau. Tes chapeaux, mange-les tous jusqu'au dernier. Pas de quartier, laisse plus un seul morceau. Bave-les, les ronds de chapeau et range-les, range tout. Arrange-toi. Trouve des arrangements et ronge, mord et ronge ton frein. Puis débarrasse la crasse, le plancher, case et casse-toi. Rentre, pas chez toi, rentre ton ventre. Aligne-toi et range-toi dans le rang. Rends-toi. Eh bien, ce qui dérange, ça me dévale, ça m'avale en travers. Non donc, car ça démange, ça me démange, et j'enrage, déménage, et je dévore, je dérobe, et déroge, et déborde, je dévie, intact comme l'œuf, intact de tous les immondices, intact de ma haine, des égaux inégaux, des chefs et des couvre-chefs, et des sous, non, sans tic-tac, sans aucun tact, eh bien, non. Mais oui. Oui aux joutes et aux rires homériques, oui aux obscénités latines, oui aux argots de la bastoche, oui aux comiques gros et rabats, oui aux infinis tragiques, mathématiques et même philosophiques, oui aux passions, aux transgressions, oui aux dépenses et aux jeux génésiques, oui au récit dans le récit, et aux vocales luminations d'ailes, et au mal, au hasard, au babel, et aux cris, et aux perfs des rythmes, et oui au non, au si, et à la double négation. Oui au populo anard et crapulo rigolo, et tout de même tout le temps renaissant, oui au corps perdu de la dépensée, oui à l'action de commencer, et que le bouc, lâché, saccage les lieux clos des crates pendues de peur au lustre. Merci Eric. Alors comment on enchaîne? Gisèle, vous voulez dire quelques mots maintenant? Claude? Bon, moi je veux bien, ça sera très, comment dire, ça sera très fragmentaire, comme des, des questions, des questions à Elisabeth, à Eric, bon, voilà, ça sera plutôt, je veux dire que j'ai trouvé ça absolument passionnant. Ça soulevait en moi plein de, plein de questionnements au fur et à mesure que je vous entendais développer donc un certain nombre de ces propositions. Je dois dire que justement je ne les connaissais pas. Ce qui m'intéresse d'abord, donc je vais aligner différents points qui seront un peu comme des questions. Premier point, ce partage et en même temps on pourrait dire cette suture que vous faites apparaître entre le poétique et le politique, pris tous les deux par les bords du langage. Et au fond, me semble, en vous entendant en parler, que vous montrez bien la différence entre les deux. Et s'il y a un bord commun par lequel ça peut se toucher, ça serait au fond, même si vous ne prononcez pas le mot, et c'est en tout cas ce qui m'a semblé en vous entendant, ça serait au fond le bord utopique.
Parce que quand vous parlez de la politique, c'est un petit peu comme si la politique se séparait en deux. Comme s'il y avait la politique commune qui traite au fond on va dire, de ce que Foucault appelait la biopolitique, l'ordonnancement des corps et puis aussi leur disposition économique, leur arrangement. Et puis en même temps, il y a aussi la démocratie, dont on voit bien quand vous en parlez que c'est un petit peu une forme de démocratie à venir, au sens de Derrida, hein, ou au sens de Rousseau. Non, est-ce que je me trompe? C'est la définition de la démocratie, c'est qu'elle est à venir. C'est en quoi elle n'est pas un régime. Voilà. Comme disait Rousseau, Elle n'est pas un régime. J'attaque toujours la phrase de Churchill, enfin pour continuer. oui, au sens de Rousseau, il faudrait un peuple de Dieu pour aider la démocratie. Donc j'entends, quand je vous entends parler, j'entends deux sens de la politique. La politique ordinaire, économique, économiste, la politique politicienne. Et puis on pourrait dire que cette politique politicienne, elle s'aggrave à l'ère de la mondialisation. On pourrait dire qu'elle se dédouble elle-même entre un régime populiste et un régime ultra-capitaliste, mais ça serait encore autre chose. Donc la politique politicienne d'un côté, et de l'autre, le bord utopique de cette démocratie toujours à venir, qui pourrait être justement le lieu d'un passage, il me semble, entre poétique et politique, et là pourrait se jouer une puissance émancipatrice. Ah, si vous me posez la question, je dis non. Ah, J'aime d'accord, bien c'est ce dire que je non. voulais, d'accord. Je pense que la démocratie, elle est à venir, mais pas au sens d'une utopie. Elle est à venir au sens où il faut tout le temps la faire, Ah, mais quand je dis... où elle n'est jamais faite, et où elle est toujours en train de se faire à condition de conflit. Oui, mais attention, quand je prononce le mot utopie, je ne lui applique pas du tout le coefficient négatif de rêve impossible. Pour moi, l'utopie, c'est l'utopie concrète. C'est l'utopie au sens, par exemple, que Benjamin a pu lui donner. C'est l'utopie en tant qu'elle va essayer d'extraire en quelque sorte un possible qui n'a pas été, une promesse d'émancipation. Donc voilà quand j'utilisais le mot utopie. Oui. Est-ce que vous me dites toujours non alors? Non, enfin, je suis civilisé. Non, mais oui, mais je n'aime pas le mot utopie. C'est ça qui. Je n'aime pas le mot utopie parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un ailleurs l'utopie. Donc moi, je crois plutôt que c'est la force de la démocratie par rapport à. Et c'est en quoi elle a un lien. Si vous voulez vraiment trouver un bord entre politique et politique, effectivement, il y en a un. Vous avez raison, là, vous avez tout à fait bien montré la chose. C'est parce que la démocratie est toujours dans le conflit, dans le trou de la justice. Il n'y a pas de justice. Elle considère que la justice n'est pas là, qu'on est dans le désajustement, hein, et qu'il s'agit toujours d'ajuster, et que c'est un ajustement sans fin, à condition de conflit des langues, de conflit des discours, et pas d'un discours, justement. Bien sûr. Hein, et donc là, mais c'est instantané. C'est encore une des leçons de mai 68. C'est à l'instant que ça se fait. C'est pas dans un futur même proche. Donc voilà, si on est d'accord à ce moment-là, les mots sont réutilisables. Donc, enfin, on peut les réinventer. Donc on peut, si on veut, employer ça au sens d'utopie. Mais alors c'est une utopie instantanée. Voilà, il faudrait trouver des oxymores comme ça, une utopie de l'instant. D'accord. Du coup, ce qui me frappe dans votre propos, si j'ai retenu une expression, vous parlez de ce que vous appelez l'impossible en commun, ce qui me fait penser à ce que Michel, par exemple, appelle le rien commun. En même temps, je me demande, hein, c'est une question que je me pose, est-ce qu'il est question de fabriquer, d'œuvrer à de l'impossible? J'entends bien la résonance lacanienne de votre propos, le réel, c'est l'impossible et seul des traduction des valeurs approchantes à coefficients imaginaires et symboliques peuvent être formulés. Mais je dois dire que ce vocable d'impossible, je vous dis ma résistance, ce vocable d'impossible me gêne toujours. Et je me demande si la politique et la pratique poétique
ne vise pas au contraire à faire advenir du possible qui n'avait pas été. Parce que l'impossible en commun, c'est une très belle formule, mais quand on se trouve, je ne sais pas moi, imaginons des situations concrètes, un collectif de sans-papiers, ou une association, un collectif qui se forme, de façon très immédiate, ce que ce collectif a en vue, ça n'est pas l'impossible. C'est, comment dire, de faire entrer dans le possible un certain nombre de formes de vie très concrètes. Donc voilà, c'était la deuxième question que je voulais vous poser. Oui, je ne dis pas toujours non. Non, là, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'impossible, c'est l'impossible à dire. C'est impossible, c'est qu'on ne peut pas enfermer dans un dit. Et en politique, c'est l'impossible de l'égalité, de la liberté de chacun. Donc ça, effectivement, aucun programme politique ne peut dire l'égalité et la liberté comme un donné, comme un programme, justement, comme une utopie. D'ailleurs, un programme est nécessairement, de ce point de vue-là, une utopie. Donc je pense qu'il est bien clair que la politique, c'est le possible. La définition classique, l'art du possible, est tout à fait assumée. Donc c'est effectivement, mais c'est en tension avec le creux de son discours. C'est toujours la même chose. Il s'agit, si une politique ne veut pas être insupportable, qu'elle reconnaisse le creux de son discours. Dans tous les sens du mot creux. L'ouverture de son discours et aussi le vide de son discours. Quand on dit ça sonne creux. Hein. Ou la violence, ou la violence. La violence, évidemment, que ça cache toujours. C'est ça. Mais donc, je pense que c'est dans ce point de vue-là, oui, je suis d'accord avec vous. D'accord. Le troisième point qui m'a alerté, intéressé, c'est ce vocable de fictionnel auquel manifestement vous donnez une coloration spécifique. Moi, je l'entends, le fictionnel, quand je vous entends en parler, je l'entends au fond comme une forme de puissance intensive, qui peut être à l'œuvre. Il m'a semblé en vous écoutant que donc ce que vous appelez le fictionnel, ça serait une puissance, un mode d'intensification qui serait à l'œuvre sous des modalités certes différentes dans le politique et dans le politique. Et donc le fictionnel, ça serait cette puissance de dégagement, me semble-t-il, dans la politique, puissance de dégagement, de soulèvement, d'extraction. Et qu'est-ce que ça serait le fictionnel dans le politique? Parce que j'entends bien ce que vous appelez le fictionnel, curieusement je l'entends mieux quand vous parlez du politique que du poétique. Qu'est-ce que vous appelez le fictionnel? Est-ce que ce que vous appelez le fictionnel dans le poétique, c'est le fait, au fond, c'est cette puissance d'altération qui est celle du langage poétique, cette puissance de dérive, cette façon dont le texte du poème, dans sa puissance de condensation, fait dériver les mots, et parfois les mots les plus communs, vers quelque chose qui est comme une forme d'impureté, d'hybridation, d'altération, de coefficient d'étrangeté, ce que Pierre Félida appelait le site de l'étranger. Est-ce que c'est de ce côté-là que vous situez ce que vous appelez le fictionnel? Oui, sûrement. Il faut faire d'abord un petit recul. Le fictionnel, il joue dans tout langage. Ouais. Dès qu'il soit un langage de vêtements ou un langage de... Il est du côté de l'imaginaire. À ce moment-là, alors voilà, c'est tout l'enjeu. Il est dans tout langage, mais il peut être, comme la liberté, puisque la liberté, c'est toujours depuis le langage qu'elle se fait, eh bien, elle se prend plutôt qu'elle se prend. Il peut être effectivement un façonnement, puisque l'étymologie de fiction renvoie à que réfère, un façonnement qui reprend l'usé, qui reprend l'usure, qui reprend le déjà donné. Hein. Mais il peut être aussi un façonnement ouvert, qui s'ouvre, qui casse, qui dérive, etc. Alors, ça c'est pour la politique. La plupart du temps, la politique tombe dans le discours et ne façonne plus rien que des clichés. Enfin, c'est tout simple. Tandis que le langage poétique, quand il est suffisamment puissant, il s'en prend au langage lui-même.
non pas à des sens, des significations du langage, mais au langage lui-même dans sa formation. Et donc là, à ce niveau-là, il a effectivement une altération, mais une altération originaire. Il reprend les choses à l'origine. Ça peut être par l'étymologie, ça peut être par tous les procédés poétiques, ça peut être par le jeu, le jeu sur le signifiant, mais pas seulement, effectivement, ça peut être par le silence. Donc je pense qu'on peut se rencontrer là-dessus. Je voudrais vous poser une dernière question. Puis après, je laisserai la parole justement à Claude, à Laurent. Une dernière question autour de la voix, parce que ça m'a frappé de vous entendre lire votre texte justement en le soulevant, Oui. en lui donnant justement une puissance singulière, un volume. Quand on parle de poétique et de poésie, il me semble qu'il y a quelque chose, enfin, je dis une banalité là, quelque chose de fondamental, et on l'entend bien en ce moment tellement troublé qui est le nôtre, c'est cette parole et cette profération qui est aussi celle du tribun politique. Moi, je suis frappée en ce moment par cette utilisation singulière du terme de populisme. Personnellement, je doute qu'il y ait un populisme de gauche, mais ça nous entraînerait trop loin. Je suis frappée par le fait que la télé, par exemple, nous retranscrit souvent des meetings où on voit justement des orateurs, et des orateurs qui tentent, par les ressources de la voix, parfois d'une forme de vocifération, qui tentent de mimer une efficace, que vous pourriez dire originaire du langage, une efficace du langage. Ils tentent de performer quelque chose, de se doter d'une puissance performative. Et en même temps, on sent bien qu'il y a quelque chose qui, profondément, dans certains de ces discours, est soit fallacieux, à côté, soit de l'ordre de la tromperie absolument manifeste et énorme qui demande de citer des noms, hein, de citer un nom. Et inversement, je me demande, vous voyez, j'essaye de disposer un chiasme. La parole politique, elle essaye de mimer une efficace qui est aussi celle du poème. Le poème, il est là aussi pour être lu et pour être soulevé de terre par la voix qui le lit. Et inversement, je me demande quelle est l'efficace politique du poème. Et il me semble que, je ne sais pas ce que vous me répondrez, mais il me semble personnellement que l'efficace politique du poème, elle n'est pas la plus forte quand le poème parle de politique, contrairement à ce que dit Badiou dans son éloge du communisme dans Que pense le poème. Il me semble que l'efficace du poème, elle est là, politique au sens large, quand elle fait ressurgir des langues, des voix, des vocables perdus, enfouis, que ce soit la voix de Gertrude Colmar, par exemple, qu'on peut lire dans Poésie, que ce soit la voix des, jusque-là, que nous ne connaissions pas, des poètes d'Afrique tels que Claude Vallée des Occultés et tant d'autres. Donc voilà la question que je voulais vous poser sur l'efficace, au fond, de la voix politique et de la voix du poème. Oui, mais je pense que j'avais dit ça aussi, il me semble. Mais pour reprendre justement le petit essai poétique que j'ai essayé de vous dire, il me semble qu'il y a 3 voix. Enfin, je l'ai peut-être pas bien fait entendre, mais la première voix, c'est évidemment une voix politique, justement, aliénée au sens, c'est un discours, c'est l'engueulade, etc. Hein, mange ton chapeau, etc. La deuxième voix, elle est très, très douce, très calme, et la troisième est censée être neutre. Donc c'est un conflit de voix que j'essaye, en tout cas, bon, je suis sûrement avec maladresse, mais ça c'est lié à moi, donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Un petit mot sur le populisme, là. Moi je pense que le point commun entre... Il y a des différences entre le populisme de droite et de gauche, dans les appels, dans les significations, dans les idéaux, comme on dit. Mais la différence se fait sur une base commune. C'est-à-dire que le populisme fonctionne toujours en opposant eux et nous. Et deuxièmement, en s'appuyant sur un leader. Et cette combinaison du eux et nous et du leader, ça fait toujours du populisme. Parfois, il est mieux intentionné, mais c'est toujours dangereux. Et ça peut amener à des hésitations qui, du coup, ne sont pas entre le son et le sens,
et des hésitations politiques, comme on l'a vu, pourquoi pas le dire, avec Mélenchon ces derniers jours. Mais enfin, il semblerait qu'à reculons, il entre dans la sagesse des nations. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je n'ai pas préparé de discours, mais en vous écoutant, parfois je me sentais très, très proche et parfois je me posais des questions pour savoir si je n'étais pas plus loin que certaines formulations ne laissaient penser. Alors, je crois que ma question principale, elle est autour d'un sentiment, mais peut-être que vous me corrigerez, que j'ai eu, qu'il y avait dans votre discours une sorte de spécialisation du politique et du poétique. Au fond, au politique, le socio-économique, et puis au poétique, la négativité du langage, qui serait son affaire, je dirais, d'une façon presque autonome. Et je pense à certaines formules autour du langage poétique incommunicable. Alors qu'il me semble que cette négativité poétique, elle est toujours engrenée sur du réel socio-historique, justement. Elle n'est pas, me semble-t-il, une sorte d'affaire purement interne, mais au fil de l'historique, il y a des choses à dire, des nouvelles choses à dire, des choses qui ne sont pas encore dites. Je prendrai un exemple qui m'a beaucoup frappé. Peut-être qu'il faut élargir un peu le champ de ce qu'on appelle poétique. J'étais très frappé de la préface qu'a fait Svetlana Alexievitch à la supplication. Enfin, ce n'est pas la préface, d'ailleurs, c'est dans le cours du livre. Donc, elle parle de Tchernobyl. Hein, et elle dit, il y a eu des, je paraphrase, des kilos d'explications sur Tchernobyl, et pourtant, on n'a pas encore compris Tchernobyl, on ne sait pas encore ce que c'est. Tchernobyl reste à dire. Alors, ce travail de ce qu'il y a à dire, finalement, et de ce qu'il y a à dire dans beaucoup de domaines, enfin, je pense que Claude pourrait parler de ce qu'il y a à dire aussi, la situation planétaire, de la migration, etc. C'est ça, me semble-t-il, qui suscite aussi l'ouverture du langage. Ce n'est pas un mouvement purement interne ou réflexif. Je crois que s'il y a une nécessité d'ouverture, elle vient de la pression aussi d'un réel socio-historique. Et j'avais l'impression que vous spécialisiez un peu les deux, comme si la poésie maintenait le trésor de la négativité, en quelque sorte, de son côté. Il me semble que la poésie est proche du travail politique, à la fois dans le travail de symbolisation. Effectivement, il y a à symboliser, et c'est jamais fini, bien sûr, c'est jamais assez. Elle l'est aussi dans le partage, alors partage comme un, au sens de Michel, enfin, qui illustre exemplairement la traduction. C'est-à-dire, il y a à la fois égalité des voix, mais cette égalité des voix, on la prouve dans la différence, en fait, des voix. Tout ceci, il me semble que ça relève donc du politique. C'est pas le travail du politique, mais ça a quelque chose de politique. Donc voilà, ma question, et c'est la seule, c'est est-ce que dans certaines de vos formules, vous n'enfermez pas le poétique dans une sorte de réflexivité de la négativité qui roule pour elle-même? Enfin, je pense à des formules aussi autour de la dépense, etc. Voilà, c'est ça ma question. Je veux d'abord parler de ce qui nous est commun. Je suppose que vous n'êtes pas pour la poésie engagée. Non. Hein, voilà, donc la difficulté est là. C'est que la poésie engagée, ça tombe à plat. Je veux dire, ça retourne au discours politique. On est bien d'accord là-dessus. On ne va pas... J'ai envie d'intervenir. Ah, ben oui, alors, oui. Non,
Non, parce que là, Ah, si on est déjà sur ce point-là. Oui, là, je trouve que vous allez un peu vite. Je suis pas du tout, j'écris pas de la poésie engagée, j'ai pas envie de... Mais je trouve que vous allez vite, tout de même, parce que vous avez ramené ça à l'Ode à Staline d'Aragon. Oui. Et franchement, par exemple, dans ce numéro Afrique qu'on vient de sortir, il y a de la poésie engagée. Et de la poésie engagée que je trouve, moi, indispensable. Je prends l'exemple de Sonny Laboutancy, le Congolais, quand il écrit un poème qui est suscité par l'action française en Nouvelle-Calédonie qui abat un leader indépendantiste, il écrit un poème. Bon, ils ont tiré. C'est un poème engagé. Ça n'a rien à voir avec les saloperies à l'Aragon. Qu'est-ce qui est dégueulasse chez Aragon, c'est que le poème est complètement coiffé par de l'idéologie et en plus par une allégeance au pouvoir. Donc, il peut y avoir de la poésie engagée, insurgée, divisante, pour rejoindre des termes que vous avez employés l'un et l'autre, qui trace là où il y a de l'insupportable, qui trace là où il y a effectivement, là je vous rejoindrai, des choses qui ne peuvent pas, des pans qui ne peuvent pas se rejoindre dans la vie collective. Mais moi, j'appelle ça de la poésie engagée, ça tout dépend le sens qu'on donne à ce terme, effectivement. Mais enfin, politiquement, là, tout d'un coup, il y a un acte. Et ces poèmes-là, moi, j'y tiens. Bon, c'est pas du tout c'est pas du tout ma poésie. C'est des poèmes que je lis, auxquels je tiens absolument. Oui, enfin, la question est de savoir est-ce que le poème est dominé par une signification. S'il est dominé par une signification, il n'est plus un poème. Il devient un discours. Non, je peux pas. Alors, est-ce qu'on ne peut pas avoir la moindre allusion à signifier? Évidemment non. Ou alors on tombe dans le babil complet. Voilà. Donc, les exemples que j'ai donnés, c'est par exemple Rimbaud. On sait très bien comme la commune est intervenue de façon très très forte dans les poèmes de Rimbaud. Mais il n'y a aucune phrase directe qui dit les communards avaient raison ou je ne sais quoi, ou même pas vive les communards ou des choses comme ça. Il y a des mots, il y a le mot barbare, où on voit bien à qui ça s'adresse. Enfin, il y a plein de mots, mais ils sont toujours détournés. Hein, même Villon, enfin, je veux dire, et il fait parler des morts pour dire l'injustice. Il ne commence pas à dire « nous avons été pendus injustement », etc., etc., où on pend des gens injustement. Donc je pense que c'est très difficile de faire une poésie qui prend pour cible une signification parce que automatiquement elle tombe à l'eau. C'est indirectement, c'est soit en creusant le langage pour montrer la difficulté du langage, l'écart radical qu'il y a dans tout langage, y compris politique, soit indirectement, alors, tout en le faisant, en désignant de biais les enjeux politiques. Donc là, il faudrait revoir le poème dont vous parlez. Mais je suis assez... Bon, j'allais dire la tradition déjà, parce que c'est la tradition de TXT, auquel je me rattache, avec qui j'ai travaillé pendant 25 ans, j'ai écrit pendant 25 ans. On met en jeu la langue d'abord. Et c'est elle qui, dans ce jeu de langue, qui éventuellement laisse affleurer, presque malgré elle, ou en tout cas de biais, indirectement, des enjeux politiques. Et donc je suis assez réticent, oui. Ouais. Et donc la négativité, pour revenir aussi à la précédente question, sans doute qu'elle est trop grande, mais... enfin, je veux dire que je l'affirme de façon trop massive. Hein. C'est un discours que j'ai tenu. Hein. C'est pas. Donc, je glisse une ou deux choses pour entrer là-dedans. Allez-y, oui. Oui. Tu peux pas couper de la signification. C'est-à-dire, avec le poème, il s'agit quand même de comprendre ce qui est comme ça. C'est-à-dire, tu ne peux pas couper de la signification. Au fond, comment on pourrait dire ça? Après tout, le collectif n'est pas un sujet parlant. Quand tu écris un poème, tu es dans un rapport, on va dire, intersubjectif. C'est-à-dire, tu parles à toi, à nous, à quelques-uns. Alors, le problème du rapport, au fond, de l'homme politique à la pluralité, au collectif, c'est comment le faire parler, comment le faire entendre, c'est-à-dire lui donner la parole, c'est-à-dire en même temps l'audition. Bon, tu peux pas. Alors, le poème ne peut pas être complètement coupé de cela. Autrement dit encore, tu as évoqué la communication. S'il s'agit de la communication, information au sens strict, néganthropique d'une certaine contenu que tu veux faire passer, comme on passe la monnaie, disait Mallarmé, alors évidemment, ce n'est pas la communication. Mais bien entendu, le poème se veut communicatif, comme le feu se communique.
Et alors, il s'agit de reconnaître par le poème ce qui est, mais non pas ce qui est comme ça. Voilà, voilà une bouteille, et si Ponge dit voilà la bouteille, il fait un détour. Alors, tu ne peux pas couper ça de ce rapport. Autrement dit, ton usage de signification là me paraît un peu trop restrictif. De même, communication, il y a deux communications, fondamentalement. Évidemment, c'est anéconomique le problème, parce qu'il ne s'agit pas de communiquer, mais il s'agit de faire entendre. De faire entendre à un quoi? Au fond, à une pluralité. Alors là, ça c'est très difficile. Peuple, multitude, masse, collectif. C'est là-dedans que ça devient les choses extrêmement difficiles. Mais après tout, et puis on ne parle pas seulement que du poème dans sa rythmicité de poème. Mais tiens, je vais prendre un exemple parce que j'ai entendu dernièrement la lecture d'une lettre de Victor Hugo. C'est passé au Panthéon, c'est Denis Guénoun qui lisait ça. Je ne connaissais pas cette lettre. Ce n'est pas un poème, mais c'est un poème si l'on veut. Alors c'est Victor Hugo qui arrive à Guernesey et qui tombe une semaine où le gouverneur de Guernesey va pendre, exécuter un criminel. Et il lui écrit une lettre absolument sublime. Il fait entendre longuement, ça prend 3-4 pages, là, le côté absolument insupportable que nous entendons beaucoup mieux que les contemporains en lisant votre poème. Alors, il appelle Napoléon Monsieur Bonaparte, il appelle le gouverneur n'importe quoi, avec une liberté. Et tu comprends, là, il dit quelque chose qui se fait entendre à une collectivité, à un peuple, qui ne l'aurait pas entendu sous la forme, évidemment, d'un bulletin d'annonce ou d'une simple critique. C'est ça que je trouve que tu as été effectivement un peu trop, je ne sais pas, un peu trop peut-être séparateur, peut-être, je ne sais pas. La question est vraiment du nous. Enfin, l'injonction, ce qu'elle disait sur les voix, c'est tout à fait remarquable, parce qu'au fond, même toi, à un certain moment, quand tu as lu ton poème, tu rentrais dans une espèce de vocifération qui peut-être était politique, c'est-à-dire une manière de se faire entendre. C'est une parodie. Ah oui, tandis que là, oui, c'est une parodie. Mais donc, il y a la diction d'un poème se faisant entendre, c'est une diction pour plusieurs, c'est une diction extrêmement différente de la diction injonctive ou rassembleuse, etc. Le peuple, ça reste vraiment la question. Vox populi. Oui, mais le point d'achoppement, c'est qu'on ne peut pas lâcher en poésie le réel du sujet. C'est-à-dire le rapport à la jouissance et à la mort de son langage. Et ça, même si j'ai les meilleures intentions du monde, ben oui, mais donc, dans le poème que tu as réécrit de Villon, il y a un jeu de références qui est absolument incommunicable à quelqu'un qui n'a pas l'oreille poétique, hein. Mais oui, mais tout le politique, c'est ce que je voulais dire. Oui. Chacun peut chercher à entendre le possible par imagination. Ah ben, tout le monde a une oreille poétique parce que tout sujet de la langue a un rapport de jouissance. Ah non, mais ça, voilà. Sa propre langue. Non, mais ça, on a eu un exemple l'autre jour. Poutou disant il n'y a pas d'immunité ouvrière, il a un jet poétique La extraordinaire. référence, si tu veux, mais de tout, ça revient au même. Oui, mais le reste de son discours est mortel. Le reste de son discours est mortel de Poutou. C'est ça. Il n'y a qu'à ce moment-là qu'il a fait jaillir. Donc, cet affleurement du poétique, ça a été justement dans une négativité, comme par hasard. C'est quand la vieille, c'est une négativité pour son âge. C'est une négativité qui désigne quelque chose de bien réel. Enfin, quelque chose mais de pas nommé, c'est en riposte, justement. oui, mais c'est pas une négativité en soi. C'est une négativité. La négativité en soi, il n'y en a pas dans le langage. Non, mais elle est engrenée sur du quelque chose à dire. On sur lequel tu as cité pour aller chercher les poèmes, non pas pour les entendre par cœur à 400 ans de cas, mais pour les faire resservir Tout à fait. en déjouant, en rapportant un autre Donc, tu as contexte. pu les jouer. Tu as cassé la communication. Non, mais tu as cassé la communication du poème de Villon. Ah ben oui. Ah bah si, pleinement. Et justement, et fortement. Oui. Et c'est parce que tu as négativisé ton rapport à Villon au niveau de la langue, je parle, hein, pas au sens des contenus, justement, mais au niveau du jeu de langue, par l'intertexte, par du Mallarmé qui intervient à un moment, etc. Ah oui, mais c'est pour ça que ce poème rejoue, effectivement. Et que la référence, enfin en tout cas la signification qui réfère aux immigrés, elle joue. Parce que tout d'un coup, que ces pendus et ces immigrés soient mis ensemble, c'est ça qui fait l'efficacité de ton poème. Ça doit être
entendu comme une possibilité. Tout à On fait. pourrait prendre un autre terme. La politique s'adresse à l'identité d'une certaine manière, on le voit en ce moment, pour la conserver, l'établir. Et la poésie n'a qu'un seul but, c'est de faire voler l'identité en éclats. Ces éclats que nous avons diffusés. Comme dans Oui, le passage de Brienne, là, on entend bien toutes les langues. Ça peut être entendu, la différence. Bien sûr. Mais justement, si on regarde l'opposition que fait Éric entre la politique et l'aspiration démocratique, je pense que toute politique n'est pas, ne vise pas à établir de l'identité. J'ai compris, comme toi. Hein. Il y a aussi des politiques de résistance et des politiques qui cherchent à établir autre chose. Mais l'identité, je la prends positivement. Ça veut dire qui êtes-vous, qui est ce groupe, qui est-on. Chacun a un certain rapport à l'identité. Du commun, est-ce que Oui, du d'accord. commun, Et quand l'identité vole en c'est éclats, c'est une inquiétude profonde. À commencer par le moment dit d'égalité, l'identité d'égalité évoquée par Sartre ou Jean Genet, c'est-à-dire quoi comment appeler ça justement? C'est une égalité réduite à l'identité. Je est un autre, c'est un autre je. Enfin, c'est très éprouvant. C'est comme s'il y avait deux rapports à l'identité, mais je ne conteste pas à une organisation sociopolitique d'avoir traité des questions et des rapports à l'identité, ou qui êtes-vous dans la carte de l'identité, de la nationalité, du métier. Enfin, ce sont deux rapports à l'identité qui probablement doivent être compossibilisés d'une certaine manière. Mais je ne commence pas par dire l'identité politique, on s'en fout, non, pas du tout. Moi, ce qu'il faut, c'est faire voler le rôle de poésie, et Breton a essayé, que le je prenne en main le rapport à ce qui est comme en étant possible. Hein. Et au fond, le possible, comment dire ça? Parce que en entendant fiction et utopie, je me rappelle des phrases de Kant absolument essentielles dans les Lumières, c'est-à-dire il pense à l'adresse à un peuple, non pas en attendant sa maturité possible, mais chacun, à chaque moment, tout peuple, le collectif, est aussi mûr que l'on veut, déjà mûr pour la liberté. Donc c'est comme si c'était déjà fait. C'est ça l'utopie. C'est-à-dire, l'impossible est possible. Enfin, il y a un jeu possible, impossible. Tu comprends? Alors, oui, Je n'ai jamais dit le contraire. autrement dit, ce mouvement-là, ça va à ne pas séparer trop fortement. Séparer trop fortement le langage abruti, communication. Je pense que écrire, c'est séparer très fort. Trop fortement. Il s'agit Je pas crois que- seulement de jouir. Mais là, on n'est pas d'accord. Il s'agit de jouir Ah non, de sa langue. ça ne dit pas qu'il y a sur On des salons. n'est pas là Ah que non. pour jouir de sa langue. Il faut jouir de ce qui est grâce à la jouissance de sa langue. Mais la jouissance, ce n'est pas un en soi positif. C'est C'est comme la liberté. Parce que vous le prenez en lacanien. Hein? Vous le prenez au sens lacanien. Ah oui, oui, non, mais- Ouais. bien sûr. La jouissance peut être un entêtement à la mort, hein, on le sait bien. Bien sûr. Donc ça, Claude, tu voulais dire la chose. Oui, je vais reprendre juste. Ça touchera peut-être à l'identité d'une autre façon. Je vais reprendre l'allusion à Lefort, parce que ça m'est cher, et donc vous avez parlé de Lefort, etc. Juste très vite alors. La question de la division. Effectivement, Lefort, la division sociale, toute société est divisée. Ce qui d'ailleurs peut ramener aussi à la division des sphères, du politique, du religieux, du poétique, etc., du juridique, bien entendu, de la science. Lefort insistait beaucoup sur, comme constitutif de la démocratie, la division des sphères, qui dans le totalitarisme, est au contraire complètement niée et ramenée à un seul pôle. Division, donc, qui est une chose tout à fait passionnante. Division, c'est pas du tout une chose simple. Ça ne se positivise pas facilement. Au fond, quelqu'un qui a touché à cette question de la division des sphères d'une façon passionnante, c'est Max Weber, dans un passage où il parle des fleurs du mal. Oui, c'est très bref, mais je crois que c'est dans, je ne sais plus si c'est dans le Savoir, enfin dans une de ses courtes conférences, je ne sais plus si c'est le Savoir politique, il dit, à propos des fleurs du mal, il dit, en effet, qu'il peut y avoir conflit entre les sphères de valeur. Et il prend comme exemple, enfin,
c'est tellement évident. Chez Baudelaire, bien sûr, la connexion établie immédiatement entre le haut en esthétique et le bas en termes moraux. Donc cet oxymore, bien sûr, baudelairien, Max Weber y a été parfaitement sensible. Je me souviens qu'une lecture de Raymond Aron, par Raymond Aron de Max Weber, Raymond Aron ne comprenait même pas là qu'il puisse y avoir conflit. Pour lui, il y a des sphères séparées, etc. Ce qui est beaucoup plus passionnant, c'est de sentir qu'à certains moments, entre les sphères distinctes de la démocratie, il y a un éclair de conflit. Et Baudelaire est fait de ça. Les Fleurs du Mal, c'est fait de ça. Entre la morale et l'esthétique ou le poétique. Donc, et cette question de la division, j'étais très heureux que vous en parliez l'un et l'autre, cette puissance démocratique de la division, ça va rejoindre la question qui vient d'être évoquée par Michel au début. C'est cette division au sein de la société. C'est pas seulement division entre les sphères de valeur, etc. C'est division dans la société même, bien sûr, qui ne peut pas être réunifiée. Mais pour Lefort, cette division sociale s'alliait à ceci qu'il disait à peu près, je crois: aucune société n'est maîtresse de sa propre institution. Autrement dit, aucune société ne peut envelopper sa propre institution et se dire totalement en possession d'elle-même. Et c'est pourquoi, pour Lefort, toute société, en tant que divisée, en divers sens du terme, j'ai été beaucoup trop rapide là, mais vous l'avez évoqué déjà, toute société, en tant que divisée, est en un sens nécessairement ouverte sur le reste de l'humanité. Elle ne peut pas se refermer sur elle-même, sinon au prix de l'idéologie, du mensonge, et alors là, de quelque chose dans le sens duquel vous alliez, en citant Aragon, bien sûr. Est-ce que je suis clair? Je sais pas, Oui, tout à fait. Ouais. Et moi, j'ajouterais ceci, c'est que cette division de la société, chez le poète, et c'est ça la question de la jouissance, le désir, si tu préfères, parce que le désir va vers la jouissance et la mort, eh bien, cette division, elle est dans le sujet aussi. Donc, tu joues le poème si tu joues la division en toi, pas seulement la division du discours que tu déconstruis ou que tu veux mettre en avant. Et donc le danger de la poésie engagée ou de la poésie qui cherche à dire le dictateur, c'est qu'on dirait que le sujet qui le profère, lui, est un acte de division. Et non, il doit mettre aussi en jeu sa propre division si on veut que son discours ne soit pas un leurre. Et je pense que c'est pour ça que je ne cède pas beaucoup sur la négativité comme nécessité, qui accompagne même évidemment qu'on a envie de dire ce qui est possible et pas seulement l'impossible, mais en même temps, si on dit, voilà, je vais vous dire ce que c'est le possible, et voilà, et la liste. Non, c'est ce que j'ai fait dans un discours, par exemple. Le discours est toujours limité. Le discours que je vous ai tenu, en 9 points, il est plein de représentations, d'abord cette opposition mécanique, langage poétique et discours politique, bien entendu. Mais bon, voilà, ça, on est obligé quand on tient un discours. Et là, je ne mettais pas le sujet en question. C'est même peut-être pour ça que je me suis senti le besoin de vous dire un poème, bon ou mauvais, peu importe, mais au moins une mise en voix qui mettait en jeu le sujet. Voilà. Mais je pense qu'il faut tenir les deux. Et si on tient qu'un discours qui simplement dit la division de la société, etc., on est peut-être dans un bon discours politique, mais on n'est pas dans un discours poétique. Dans un discours poétique, les deux, ça je ne le disais pas, mais vous me le faites découvrir, les deux jouent de pair. Et donc il y a une double négativité finalement. On en met encore plus. Moi je suis tout à fait d'accord. Je n'étais pas en train de dire qu'il n'y avait pas de négativité dans le poétique. Oui, je disais simplement que cette négativité, elle était en quelque sorte dynamisée par la poussée d'un réel socio-historique, par un quelque chose à dire, il y a quelque chose qu'il faut dire, et qu'elle n'existe pas comme une sorte de sphère en soi. C'est tout ce que... Et c'est ça qui, effectivement, va bousculer la langue, la position du sujet dans sa langue, etc. Mais c'est au service, en quelque sorte, d'une référence. Une référence, c'est peut-être un peu lourd. Oui, référence au sens d'un reste, disons. D'un reste. Trace, oui. Comme les d'un traces, reste de quelque chose de la commune chez Rimbaud. Oui. Voilà, un reste, quelque chose qui n'est pas encore symbolisé, dit, mais qui pousse, qui est là. Oui, oui. Ouais. Ou comme avec le poème de Tchernobyl, là, que vous évoquiez. Oui, c'est pas un poème. En l'occurrence, c'est une prose, mais peu importe. Peu importe. Et pour reparler d'Afrique et du travail de
Claude. Par exemple, dans les 2 numéros sont évoqués un phénomène qui est profondément sociopolitique, qui est le phénomène des mégapoles africaines. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que les gens qui en parlent, notamment cet anthropologue Philippe Debec qui a écrit un livre sur Kinshasa, il cède la parole à un poète africain parce qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à se dire autrement, tout simplement. Parce que le travail de référence ne peut pas être simplement du discours anthropologique, sociologique, etc. Il y a un reste. Et d'ailleurs, pour parler de Kinshasa, c'est aussi une ville de parole. C'est une ville qui existe par une certaine parole délirante aussi, ce qu'on appelle radio-trottoir. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de séparation si radicale de ces sphères. Ça pousse depuis le socio-historique. Et parce que parfois, dans certaines de vos formules, excusez-moi, on avait l'impression d'une négativité en roue libre, effectivement, spéculaire. Enfin, or, je crois que pour que quelque chose se dise, il faut qu'elle soit motivée, que ça pousse par derrière. Il n'y a pas... Dès qu'on emploie des mots, il est impossible d'échapper au socio-historique. Au socio-historique. Tous les mots sont surchargés de socio-historique. Donc même si je voulais être dans une négativité pure dans mon langage, je ne pourrais pas, c'est impossible. La meilleure preuve, c'est comme on voit maintenant de plus en plus que Mallarmé est un discours qui est profondément politique, qui s'adresse au public, qui cherche la publicité au sens fort du mot, qui est tout le temps, où on ne voit plus la différence entre ses notes sur la mode, etc., et ses notes sur la poésie. Je veux dire, on voit très bien qu'ils sont liés. Enfin, il y a des différences, mais on voit bien que quand il se met à commenter la mode, c'est toujours le même Mallarmé qui travaille le langage. Et donc, ça renvoie aussi que quand il emploie des mots dans sa poésie, ça n'est pas coupé du langage des vêtements ou des choses comme ça. Oui, c'est pas coupé non plus de la question, par exemple, de la communauté, de qu'est-ce qui fait communauté chez Mallarmé. Le livre, donc, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est un public. C'est pas seulement des communications de langage entre langage de mode et langage poétique, mais c'est des questions politiques, justement. Par exemple, dans le catholicisme. Dans conflit, c'est directement politique, puisque dans la prose conflit, humoristiquement politique, mais politique, puisque vous vous en souvenez, il s'agit le poète s'est retiré à la campagne dans une maison où il espère avoir une maison vide, où il espère avoir le calme pour travailler. Et puis il y a des puisatiers qui sont en train d'établir une canalisation et qui braillent la nuit, qui se saoulent et qui braillent. Et donc le poète imagine une confrontation entre les gars qui sont là dehors et lui derrière sa grille qui vient leur demander de se taire. Et là, vous vous souvenez, la formule qui vient de la part, enfin qu'il imagine venir de la part des puisatiers en question, c'est fumier accompagné de pieds dans la grille. et il imagine ce moment où il s'adresse à eux et que ça se terminerait en pugilat illustrant la lutte des classes sur le gazon. Bon, alors, donc il y a tout de même cet aspect futile, complètement humoristique. Cet aspect politique, il est en effet très présent chez Mallarmé. Oui. En fait, il n'y a pas de poète. C'est ça. Le vrai poète, c'est celui qui sait qu'il n'est pas poète. Oui, et donc, à ce niveau-là, c'est-à-dire celui qui met en jeu sa posture de poète dans le poème lui-même, qui ne se met pas en position de proférateur ou de proféreur, je ne sais pas, proférateur plutôt. Enfin, je ne sais pas trop le mot qu'il faut employer exactement, et qui, lui, se contenterait d'être un habile maître du langage qui parvient à le manipuler ou à le jouer même. On peut être un habile joueur. Non, je pense que c'est cette double négativité. Je reviens là-dessus. Vraiment, vous me la faites découvrir et il faudrait que je creuse ça. C'est cette double négativité simultanée qui fait qu'il y a un jet poétique possible. Et je reviens moi, je trouve le coup de Poutou, l'autre jour, c'est extraordinaire, parce que toute la France en a parlé. Poutou répondant d'un coup à Le Pen, mais nous n'avons pas d'immunité ouvrière. C'est un coup de génie poétique extraordinaire.
parce qu'il reprend la même expression, immunité parlementaire, etc., et il la retourne comme une crêpe dans un jet tout-puissant qui fait taire tout le monde, même la crieuse. Hein, bon, voilà. Entendu grâce au rire. Ouais. Attends, j'ajoute un mot sur la double négativité. Oui. Tu veux, la difficulté d'un lectorat de Mallarmé à faire avec ça, je dirais quelque chose dans le genre, un peu risqué. Il ne faut pas que la double négativité mallarméenne aboutisse finalement à rendre, à mettre absolument en jeu la différence entre négation et affirmation. C'est-à-dire, le danger du jeudi, une fleur absente de tout bouquet, etc., c'est qu'il doit rester quand même, mais c'est peut-être ça qu'il fait dans les poèmes de circonstance. Oui. Tout à coup, il y a un éventail, et non, etc. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux, le travail puissant sur la disparition ou la double négativité, qu'est-ce que c'est que ça, l'absence de tout bouquet? Il faut qu'il y ait quand même, en même temps, pour qu'il y ait au fond une réalité, on va dire comme ça, quelque chose comme la différence dans un perçu ou d'un donné, dans l'expérience de chacun, entre une fleur présente et une fleur absente. C'est ça qui rend l'affaire compliquée de Mallarmé. Mais il n'y a pas de double négativité dans cet exemple-là. Par contre, il y a dans l'autre expression que tu as tellement bien commentée. Une femme, etc., qui n'est ni ceci, ni cela. Non, à propos de la danseuse. Oui, la danseuse. Là, non, mais là, il y a une double négativité. Oui, d'accord, elle n'est ni femme, ni elle ne danse, ni etc. Et non. Néanmoins, ce que je veux te dire, l'expression exacte, c'était, tu l'as rappelé, l'impuissance à disparaître. Voilà, donc il y a l'impuissance, et puis c'est pas l'impuissance l'extatique et l'impuissance à disparaître. On a presque une triple négativité. Mais enfin, extatique, c'est pas négatif. Mais donc il y a l'impuissance normalement, c'est l'impuissance à apparaître. Voilà, l'impuissance à apparaître. Donc Mallarmé ne dit pas l'impuissance à apparaître, il dit l'impuissance à disparaître. Et pour que finalement, il y ait quelque chose comme une apparition. Ah voilà, à cause d'une double négativité. Le premier poème de Mallarmé, très mauvais d'ailleurs, s'appelle Apparition. Oui, mais donc il y a une double négativité, on est d'accord. Là, l'impuissance, c'est la première négativité, et la disparition, c'est une deuxième. Et c'est cette double négativité qui joue l'une contre l'autre qui donne quelque chose comme une apparition. Et une extase, comme une extase, qui est une extase. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Donc c'est de ce point de vue-là que cette formule-là les amis, si vous êtes ça vaut tout Merleau-Ponty. La parole à quelques impatients de la salle. Philippe Nice a envie de dire quelque chose. Nice, non, vous voulez pas? Pas tout de suite. Non, parce que je vois qu'il est 6h moins le quart, on nous vit vers 6h, 6h05, donc s'il y a des gens, des interventions, pour faire répondre Eric et Isabelle, moi, je suis, comment dire, j'ai en tête, en effet, dans diverses langues et dans divers pays, des poètes chez qui la signification même semble dévorer tout d'un coup, semble s'abolir. Je pense, je sais pas, en Corée, je pense à un poète majeur de la modernité coréenne, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelait Isan. Effectivement, ces poèmes ne peuvent pas être ramenés à un sens, ou en tout cas à une signification qu'on pourrait paraphraser. Aucunement. Je pense en Russie à Loberiou, par exemple. Je pense à Daniel Arms. Je pense en Italie à Emilio Villa. Tous ces gens sont absolument passionnants. Ce qui me paraît le plus énigmatique chez eux, le plus fascinant, le plus agissant chez eux, c'est que, quelle que soit l'apparence de non-signification au sens de quelque chose qui serait thématisable et paraphrasable, c'est le trajet. C'est-à-dire que parce que la non-signification, ce n'est pas une garantie. Ça peut ne pas marcher du tout. Ça peut être zéro. Chez eux, ce qui est formidable, c'est, dans des cas très différents, mais qui ont tout de même quelque chose de commun à travers le monde, en effet, disons, pour ceux que j'ai cités, de l'entre-deux-guerres. Ce qui est formidable, c'est que cette apparence de non-signification, cette fulgurance d'apparente non-signification, elle est un trajet qui coupe à travers quelque chose, qui ouvre quelque chose, qui est comme un sillon terrible à travers la masse des significations. Autrement dit, il faut une justesse incroyable de décochement du poème à travers les significations en masse partout proliférantes pour que ça fonde là, pour que ça ouvre, ça travaille les significations. Ça n'inclut pas, ça n'enveloppe pas une signification, mais ça ouvre dans les masses de significations établies ou en cours. C'est comme un sillon, quelquefois sanglant, qui s'établit par là. Mais ce n'est pas du tout un formalisme. Non, mais je regarde s'il y a des questions.
Non, Bon, rien. voilà. Tu veux ajouter quelque chose? Non, rien, non. Moi, je voudrais dire quelque chose. alors. Vas-y, Claude, fais la conclusion. Mais je voudrais revenir, Michel, Vas-y. à ton. Voilà. Je Dis, tu dis voudrais- après pour finir. non, je voudrais revenir. Non, Non? non, je voudrais simplement revenir à ton frère migrant qui avec nous vivait. Oui. Donc oui, bah, c'est aujourd'hui, c'est des bons sentiments peut-être, mais merde, moi je le vis tous les jours. Oui, en effet, il y a une crise absolue des migrants et il y a des paroles poétiques qui doivent aussi avoir trait à ça. Moi, je suis désolé, j'espère que je ne fais pas de la poésie de bons sentiments, de la poésie militante, de la poésie idéologique. Mais j'espère, même là, ce que tu viens de faire, Michel, en effet, ce détournement de poème, oui, ben, on est tout de même dans cette situation. Et quant aux identités, je peux citer une anecdote qui m'est arrivée. Ce gamin qui habite maintenant dans la maison familiale, un Guinéen de 20 ans qui était dans la rue, et que j'ai rencontré par rapport à toute une histoire, et il est entré chez moi, c'est un paysan de Guinée à 20 ans. Hein. Il s'est retrouvé à travers une année d'enfer et d'esclavage en Libye, il s'est retrouvé en Italie, puis aussitôt il s'est échappé en France. Bon, identité. Il se demande qu'est-ce que c'est les noirs et les blancs. Il avait jamais connu de blanc, en fait. Donc, il vient chez moi, et puis il me dit, après, dans un éclat de rire, 3 semaines plus tard, il me dit, j'ai retrouvé mes copains guinéens à la gare, dans la rue, etc. Et je leur ai dit, alors c'est l'identité. Chez les blancs, il y a des bouquins partout. On est mort de rire. Voilà. Mais déjà, il éclatait de rire de sa propre définition d'identité en ces termes-là. Voilà. Bon, c'est ça que je veux dire. On peut aussi. Mais enfin, on est en plein là-dedans. Et effectivement, identité, c'est en ce moment même que ça se joue dans la rue. D'accord. Mais Claude, ce que j'ai voulu dire à un moment à propos de l'identité, ça faisait aussi mémoire d'Hannah Arendt, qui dit ce que c'est que d'être vraiment privé. Totalement privé. C'est-à-dire quand tu n'es rien au sens d'aucune espèce de reconnaissance civile possible. Et donc, c'est ça, autrement dit. Voilà. D'autre part, Mais elle parle qu'est-ce pas que je d'une veux dire? identité Si tu veux, personnelle. à la là. fin des fins, il s'agirait d'une de faire identité entendre, purement un texte paulinien qui dirait quelque chose comme « il n'y aura plus ni noir ni blanc ». Mais en attendant, il n'y aura plus ni noir ni blanc, ni juif ni chrétien. On pourrait lui faire dire ça, c'est pas ce que disait Saint Paul. C'est ça le travail. Et on peut dire que l'effort, alors pas seulement poétique, on peut dire littéraire, artistique, va vers ça. C'est ça que j'appelle en même temps pas la destruction, mais voler en éclats, ça peut penser aussi au fusée de Baudelaire, tu comprends? Je veux dire, il n'y aura plus. Alors, ça devient, si un poète dit quelque chose comme ça devient comment faire. Ça se tourne vers les hommes politiques, il n'y en a pas beaucoup, pour qu'il y ait à l'horizon quelque chose comme il n'y aura plus à venir, comme dirait Derrida, c'est-à-dire pas en attendant, mais à venir, il n'y aura plus ni blanc ni noir. C'est en train de se passer. Je ne sais pas si tu as entendu l'autre soir le film magnifique Baldwin. Tu n'as pas entendu ça? Alors, c'est absolument magnifique. C'était anticipant même sur les luttes des Noirs qui ont passé 40 ans après. C'était un truc comme ça. Il n'y aura plus, parce que d'une certaine manière, il n'y a plus noir et blanc, mais on est quand même dans le travail pour. Alors, le poème prépare ça, si on veut, pour quelque chose comme ça, et en même temps, s'il y a une activité politique qui a du sens, c'est de penser à quelque chose comme ça. Ça peut être la démocratie, pourquoi pas. Mais tu es d'accord que si tu avais dit les migrants sont nos frères, on aurait tous tombé endormis. Tandis que toi, tu n'as pas dit ça. Mais tu non. t'es appuyé sur des pendus qui parlaient, Des pendus qui parlaient, et c'est grâce à ça que Frère Migrant a eu un sens. Autrement, Bien ça entendu. Ben, donc il a fallu cette négativité de Villon qui fait parler des pendus. Dans l'écriture poétique actuelle, Voilà, si tu bon. ne reprends pas en le transformant d'une certaine manière, ce qui s'est dit, Victor Hugo, machin, remontant à Villon, Voilà, c'est ça. tu n'es pas dans la poésie, c'est tout. Il faut c'est le travail que, enfin bon, etc. Ça va. Bon, alors écoutez, il semble que la conversation, l'entretien s'arrête là. Quelle est la prochaine date? J'ai oublié.